autres questions de la salle, on va passer à l'autre présentation. Je te laisse présenter. Un, deux. Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Merci beaucoup d'avoir évoqué la question de la faille, qui dit beaucoup de la vulnérabilité également. Et donc pour poursuivre autour de cette réflexion générale sur la vulnérabilité, nous allons désormais entendre Laurent Denisot, qui est anthropologue, maître de conférences à l'Université catholique de Lyon. Il est actuellement directeur du département de la formation humaine et pense la question du corps, la question du soin, mais aussi la question du sens à l'échelle de l'homme avec un grand H et des cultures. Et donc il va nous proposer de détailler cette question du sens de son point de vue anthropologique. Merci d'avance, Laurent. Merci Élodie, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Des remerciements tout spéciaux évidemment à l'espace éthique régional qui laisse la possibilité d'une belle discussion dans des locaux magnifiques. Donc je crois que ce sont non seulement des belles discussions, mais des discussions ô combien profondes, fondamentales et comme vous l'avez rappelé aussi d'actualité. Remarquez combien nous nous posons souvent la question du sens en ce moment. Alors, la question du sens, elle est vieille comme l'humanité, on verra pourquoi, mais si nous nous la posons de manière d'autant plus accrue en ce moment, c'est bien que nous sommes dans une période de crise, donc qui vient faire un peu vaciller nos repères. Se poser la question du sens du travail n'est pas anodin lorsque, comme vous l'avez rappelé, on a eu une période où on est passé à un autre rapport au travail. Et je ne sais pas si c'est le cas dans vos professions, mais à l'université, on a beaucoup de problèmes avec le retour en présentiel. Et y compris des difficultés avec les étudiants qui ont perdu le sens de l'être collectif. Donc il y a une forme de savoir-vivre aussi, qui rejoint un petit peu ce que vous disiez, une forme de savoir-vivre qui est à retrouver. Ma contribution, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de questionner le sens du sens. Pardonnez-moi ce jeu de mots un petit peu facile. Le sens du sens, vous voyez qu'on pourrait voir dans notre langue, ça marche pas dans toutes les langues, on pourrait voir dans notre langue 2 sens au sens. On pourrait même voir 3 sens au sens. On va mettre de côté ce 3e sens du sens qui est le sensible, les 5 sens, pour honorer 2 dimensions beaucoup plus liées à cette grande question. Le sens, c'est d'abord la signification. La signification, cet impératif proprement humain qui est de répondre au sens de nos actes, qui est de signifier nos actes. Je vous dis cet impératif, les sociologues appellent cet impératif du sens l'impératif de justification. Nos actes, pour montrer leur cohérence et leur légitimité, font appel à cette nécessité de la signification. Le 2e sens du sens est plus intéressant. Le 2e sens du sens, c'est la direction. Sens interdit, par exemple. C'est la direction. Avec la direction, on va être dans une dimension éthique du sens. Je vous rabâche encore une fois cette phrase qui agit en nous quasiment comme un Om Mani Padme Hum, cette phrase de Ricoeur sur l'éthique. L'éthique, c'est la visée de la vie bonne. La visée de la vie bonne, entendez bien le terme de visée. Le terme de visée implique une direction. Et donc là, on a cette double articulation du sens. Nous posons une signification à nos actes, et cette signification va nous engager dans une direction particulière. Cette direction, cette 2e acceptation du sens, va agir finalement comme un vecteur, au sens mathématique du terme, si vous voulez. Elle va impulser une ligne de devenir aux significations que nous donnons à nos actes. Le sens du soin. Alors le sens du soin, c'est quelque chose qui est extrêmement exploré, notamment par les philosophies du Caire.
On m'a dit ce midi que le Caire, tout le monde en avait déjà suffisamment entendu parler. Je ne regarderai personne en particulier, mais on m'a fait comprendre, non, le Caire, c'est parler d'autre chose. Le sens du soin, c'est le soin comme acte politique. Hein. Le prendre soin de l'autre, ça n'est pas qu'un acte thérapeutique, c'est un acte politique. Je vais laisser de côté la question du care pour m'attacher à la question du sens. Et pour y voir, c'est pas pour rien que je suis anthropologue, pour y voir le sens, cette question, ou plutôt presque ce mystère du sens, pour y voir ce qui est au fondement de notre humanité. Hein, on entend souvent dans les réflexions en éthique du soin, c'est humain, c'est pas humain. Hein, eh bien, essayons d'aller un petit peu plus loin en interrogeant ce qui est humain ou pas humain à partir de cette question du sens. Au niveau anthropologique, si l'homme est un animal politique, ça, cette formule, hein, elle est assez usée aussi, c'est Aristote, si l'homme est un animal politique, c'est aussi, pour l'anthropologue, un animal symbolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un animal symbolique ? Ça n'est pas rien, puisqu'en anthropologie, on va voir là la spécificité de l'humain. Ce qui fait notre spécificité d'humain, c'est notre capacité à la symbolisation. Arrêtons-nous un peu sur cette question. La grande problématique de l'anthropologie, c'est de comprendre l'humain. Mais vous voyez que l'humain se décline au pluriel, à travers la diversité des façons de vivre, la diversité des façons de penser, la diversité des sociétés, la diversité des cultures. Comment, au-delà de cette diversité des cultures, trouver ce qui fait l'unité de l'homme, ce qui fait l'essence de l'humain ? Les anthropologues s'arrachent les cheveux sur cette question-là depuis pas mal de temps, depuis que l'anthropologie existe, depuis les philosophes aussi finalement. Et au niveau de l'anthropologie, on a ciblé un certain nombre d'invariants culturels. Alors, vous avez sans doute entendu parler de cette notion d'invariant culturel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes les cultures. Alors ce qu'on retrouve dans toutes les cultures, il y a beaucoup de choses. Il y a du langage, hein, bien du langage qui se traduit en langue, hein, mais la compétence c'est celle du langage. On va avoir des rites. L'un des grands moments de cette étape décisive qui est l'hominisation, hein, qui est le passage, on pourrait presque dire, de la nature à la culture, si cela avait encore beaucoup de sens aujourd'hui. Cette étape décisive de l'hominisation, c'est la ritualité funéraire. Hein, le fait que l'homme, eh bien, non pas enterre ses morts, pendant longtemps on a dit ça, mais en fait l'homme ne fait pas qu'enterrer ses morts, mais l'homme ne traite jamais le cadavre comme un déchet. Et parfois c'est arrivé dans les camps de la mort, avec les bulldozers, vous avez tous en tête ces images terribles, les bulldozers qui vont charrier des tas d'êtres humains, donc traiter l'humain comme un déchet, eh bien notre réaction c'est de dire c'est inhumain. Hein, donc ça dit bien là la force du fait qu'un cadavre ne se résume jamais à un déchet. La ritualité, donc, je vous disais, un invariant culturel. D'autres invariants, le mythe est un invariant culturel. Les croyances, il s'agit là aussi d'un invariant culturel. Les structures de parenté, les institutions et le prendre soin aussi est un invariant culturel. Pourquoi est-ce qu'on retrouve... Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, je ne vais pas tous les lister, ça serait trop long. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ça dans toutes les sociétés humaines ? Parce que tous ces invariants répondent à l'exigence du sens. Hein ? Si l'homme est un animal politique, je vous disais, c'est aussi un animal symbolique. Je vais aller plus loin. Si l'homme est un animal politique, c'est d'abord parce que c'est un animal symbolique. Quelques mots sur ce qu'est un symbole. On a l'impression qu'on sait ce que c'est qu'un symbole. Je gage qu'une grande partie d'entre nous avons des idées un peu floues sur ce qu'est un symbole. Quand on pense symbole, on voit une croix gammée, on voit un peace and love, on voit
une certaine catégorie de signes. Une croix chrétienne, je ne sais pas, etc. Le marteau et la faucille, etc. On voit une catégorie de signes. En anthropologie, tout est symbole. Vous parliez tout à l'heure de communication. Ce qui rend possible la communication, c'est justement cette capacité symbolique. Le symbole, à l'origine, c'est le symbolum. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est une pièce qu'on coupait en deux dans l'Antiquité et qu'on remettait à deux personnes. Et vous pouviez connaître votre interlocuteur parce qu'il avait l'autre moitié de la pièce qui vous manquait. On a ça chez les amoureux aujourd'hui, plutôt adolescents d'ailleurs. Quand vous êtes adolescent amoureux, vous offrez une moitié de cœur à votre amoureuse, et puis vous gardez l'autre moitié de cœur, et puis quand vous êtes ensemble, les deux moitiés de cœur s'assemblent. C'est le symbole, ça. Et ça, c'est très intéressant. Le symbole, le symbolique, étymologiquement, c'est ce qui réunit. C'est pour ça que je vous disais, si nous sommes des animaux politiques, c'est parce que nous sommes des animaux symboliques. Le symbolique, c'est ce qui réunit. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le contraire de symbolique? Absolument génial comme étymologie. Le contraire de symbolique, c'est donc ce qui divise, c'est le diabolique. Et c'est étonnant comme étymologie. C'est le diabolique, ce qui divise. Pour mieux comprendre le symbole, je vais vous amener à la question de la représentation. Le symbole, c'est ce qui représente. Mais qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Si je vous dis je suis son représentant, je vous dis quoi? Je vous dis d'abord que Laurent Denisot est absent. D'accord, vous n'avez pas de chance, mais Laurent Denisot est absent. Mais qu'est-ce que je vais faire en tant que son représentant? Je vais tout simplement le rendre présent. C'est exactement ce que fait le symbole. Il rend présent dans une situation des éléments, des réalités qui ne sont pas donnés comme tels dans la situation que nous traversons. Ça, c'est important parce qu'au niveau anthropologique, la culture est vue comme un univers de représentation. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout est symbole, en fait, pour un anthropologue. Un univers de représentation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la diversité des cultures est une diversité d'univers de représentation. Ça veut dire que notre manière de voir le monde, qui repose dans nos sociétés beaucoup sur une approche scientifique du monde, ça n'a pas toujours été le cas. Si on va quelques siècles en arrière, cela reposait sur une approche religieuse du monde. Et encore une fois, il n'y a pas qu'une approche du monde. Il y en a une diversité au sein même d'un ensemble homogène qu'on appellerait une culture. Mais notre manière de voir le monde est une manière parmi d'autres. Est une manière qui a sa cohérence, sa rationalité, comme d'autres manières de voir le monde ont leur propre cohérence et leur propre rationalité. Le chaman de Sibérie n'est pas dans l'irrationalité. Il est dans une rationalité autre. C'est ce qu'on appelle le relativisme culturel, qui est quelque chose de très violent à concevoir. Pourquoi? Parce que ça vous dit en substance, vous n'avez pas raison. Mais l'autre non plus en face n'a pas raison. Pourquoi? Parce que nous sommes finalement tous les deux plongés dans cette immense aventure humaine du sens. Nous construisons le monde que nous habitons. Et notre manière de voir les choses, et c'est ça qui est absolument génial dans cette histoire de l'activité symbolique, notre manière de voir les choses va tramer l'expérience que l'on en a. Je vais vous prendre un exemple tiré d'une branche de l'anthropologie qui est l'anthropologie du corps, pour illustrer cette idée que la façon dont on voit les choses trame l'expérience que l'on en a. La façon dont on voit le monde trame notre expérience du monde. La façon dont on voit notre corps trame notre expérience corporelle. C'est ce qu'on appelle
l'efficacité symbolique. Le corps, certes, c'est une réalité biologique, c'est aussi une construction sociale. Toute société ne voit pas le corps de la même façon que nous. Notre approche du corps repose sur l'anatomie. L'anatomie a une histoire qui est très très étonnante, puisque autrefois, on pouvait voir, au travers de dissections, des éléments du corps humain qu'aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'ils n'existent pas. Donc, ça vous montre combien l'anatomie a participé de cette construction occidentale du corps. Le corps est une construction culturelle. Ça n'enlève pas, évidemment, son versant biologique, mais c'est à la fois du biologique et du symbolique. Je vais vous prendre l'exemple de la douleur. Exemple auquel vous êtes, je pense, pour beaucoup, souvent confrontés. L'exemple de la douleur, et je vais vous prendre, pour illustrer cette idée des effets de sens, un exemple qui a été donné par Erikson, inventeur de l'hypnose ericksonienne. Erikson prend l'exemple d'un petit enfant, 4-5 ans, qui marche sur un tesson de bouteille. Donc là, vous imaginez, énorme lésion, ça fait très mal, ça m'est arrivé, c'est pas agréable. Énorme lésion, beaucoup de sang. Et un enfant de 4-5 ans, quand il voit beaucoup de sang, eh bien, il hurle, ça fait très très peur pour lui. Son père va avoir une réaction tout à fait étonnante et très très révélatrice de cette question des effets de sens. Son père va lui dire « Mais ne t'inquiète pas, c'est génial ce qui t'arrive, c'est une superbe expérience que cette blessure. » Vous allez vous dire « Mais pourquoi c'est une superbe expérience ?» Pensez au rapport de l'enfant à la blessure, plutôt, pour faire plus précis, au rapport de l'enfant au bobo. Le bobo, c'est un gage d'honneur vis-à-vis des copains, notamment. J'ai un gros bobo. Et le bobo est beaucoup plus gros s'il y a du rouge que s'il n'y a rien du tout. Là, le bobo est énorme. Et le père va continuer dans ce sens-là. Il va lui dire, rappelle-toi, l'année dernière, ta sœur a eu un gros bobo. Et on lui a fait 5 points de suture. Mais avec le bobo que tu as là, tu vas avoir beaucoup plus de points de suture que ta sœur. Cet enfant arrive à l'hôpital, extrêmement stoïque. L'infirmière est stupéfaite, parce que la lésion est profonde. Cette infirmière lui fait ses points de suture. L'enfant intervient en lui demandant de resserrer les points de suture pour en avoir le plus possible. J'ai travaillé dans les consultations douleur, non comme thérapeute, mais comme observateur, pour comprendre ces expériences douloureuses en tant qu'anthropologue. Et cet exemple est très révélateur de ce qu'on peut faire dans les consultations douleur. Vous connaissez sans doute ces consultations, les consultations douleur, qui sont des consultations où les patients se présentent souvent après un itinéraire thérapeutique très complexe, très long et très décevant. On n'arrive pas à expliquer sur le plan médical leur douleur, pourtant ils vivent avec cette douleur. Et cette douleur leur pourrit la vie. Ils ont une batterie. On a aujourd'hui quand même un bel arsenal d'antalgiques ou de méthodes antalgiques. Mais ils résistent à cet arsenal. Que font les médecins? Que font les psychologues? Ils ne vont pas travailler sur la douleur, ils vont travailler sur le rapport à la douleur. C'est précisément ce que faisait ce papa avec son enfant. Et de fait, travailler, parce que nous sommes des êtres humains, travailler sur le rapport que nous avons à la douleur, c'est déjà travailler sur la douleur. Pourquoi? Parce que l'expérience douloureuse s'inscrit toujours dans un contexte de sens. Vous connaissez sans doute René le Riche, ou peut-être pas d'ailleurs. René le Riche, je dis vous connaissez sans doute parce que souvent dans les univers de la santé, René le Riche, c'est le pionnier de la prise en charge de la douleur. René le Riche était un chirurgien sur le front de la Première Guerre mondiale qui a été du coup formé à un modèle très objectiviste de la médecine, qui considérait qu'à une lésion équivalente, on avait tous la même intensité du stimulus douloureux, la même sensation
intensité de sensations douloureuses. Et que les diversités qu'on pouvait observer dans la réaction face à la douleur étaient des diversités de comportement. Dit plus vulgairement, certains sont plus douillets que d'autres. D'accord ? Le riche va faire dans les tranchées une observation révolutionnaire. Il va se rendre compte que ce modèle de compréhension de la douleur ne correspond pas du tout à ce que lui observe dans les tranchées. Il va aller jusqu'à remarquer que suivant l'appartenance culturelle du blessé à des lésions qu'on pourrait qualifier sur le plan médical d'équivalentes, il va y avoir une très grande diversité de comportements. Le génie de Le Riche, ça a été de faire confiance aux patients et de se dire que cette diversité de comportements n'est pas liée à des gens qui seraient plus douillets que d'autres. Cette diversité de comportements est liée à l'appartenance culturelle, c'est-à-dire à ce que va venir signifier la douleur ou la lésion dans une culture particulière. Il va après voir qu'il y a aussi une variabilité générationnelle. Le riche, c'est quelqu'un qui a 50 ans de carrière. Hein. Le riche, donc première moitié du XXe siècle, hein, le riche va se rendre compte que les générations sont de plus en plus aptes à ressentir la douleur. Pourquoi ? Parce qu'on traite de mieux en mieux la douleur. À son époque, c'était l'aspirine. Vous voyez aujourd'hui combien on a un arsenal plus développé sur cette question des antalgiques. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Plus on traite la douleur, moins on est résistant à la douleur. Plus on est sensible au stimulus douloureux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, en termes de contexte culturel, et là c'est toute la question du sens, en termes de contexte culturel, la douleur n'est plus acceptable. À partir du moment où on a les moyens de l'éradiquer, il y a eu des campagnes hôpitaux sans douleur, eh bien la douleur n'est plus acceptable. Donc il y a une violence de la douleur, qui est certes une violence ô combien physique, psychique, mais aussi une violence symbolique. La douleur, c'est quelque chose que je ne devrais pas avoir à vivre. Donc le ressenti de la douleur est fonction d'un contexte de sens. Vous avez tous fait cette expérience, je pense, de vous faire mal sans vous en rendre compte. Il n'y a pas longtemps, si ça commence à faire, il y a une quinzaine d'années, j'avais travaillé dans un grand festival de musique ancienne, le festival d'Ambronay. S'il y a des amateurs de baroque parmi vous, vous connaissez. Et j'avais eu la chance de faire des interviews, des entretiens avec des grands chefs d'orchestre. Et il y avait une anecdote qui m'a particulièrement marqué. Un grand chef d'orchestre, à l'époque il était chef de l'Orchestre National de Paris, il interprétait le Vaisseau fantôme de Wagner, un gros concert, avec beaucoup d'enjeux, de réputation, etc. Beaucoup de journalistes, etc. Il dirige à la baguette. Pendant le concert, il se plante la baguette dans sa main gauche. Il casse la baguette. Ça c'est fin, une baguette de chef d'orchestre. Il casse la baguette, qui du coup traverse sa main gauche. Continue joyeusement. Alors ils sont habillés en noir, ce qui est pratique dans ces cas-là. Mais les musiciens se rendent compte de ça. Mais bon, le chef continue, il continue. 20 minutes s'écoulent. Grand silence. Tonnerre d'applaudissements. Le chef d'orchestre s'écroule. Mais il y a eu 20 minutes entre le moment où il s'est traversé la main et le moment où il a ressenti quelque chose. Et ça, à des échelles, je vous le souhaite, différentes, on l'a tous vécu. La concentration, le riche le remarque aussi, dans le feu de l'action, beaucoup de soldats ne se rendent pas compte qu'ils ont été touchés. Et ils s'en rendent compte au moment où ils reviennent. Cela nous montre ces effets de sens. Je voudrais terminer cette présentation avec
Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, je pense que vous en avez au moins entendu parler, c'est l'un des plus grands anthropologues du XXe siècle. Claude Lévi-Strauss a travaillé sur l'efficacité symbolique à partir d'une cure chamanique. D'une cure chamanique qu'il n'a pas lui-même observée d'ailleurs. Il a eu recours à ce qu'on appelle des descriptions ethnographiques qui ont été faites par deux ethnographes, Wassen et Olmer, en 1947, chez les Indiens Kuna du Panama. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une parturiente qui arrive à terme de sa grossesse. Cette parturiente n'accouche pas. Elle est à terme, elle n'accouche pas, et elle ressent de très violentes douleurs dans son corps. Les Kuna vont convoquer le chaman. Le chaman va arriver, il va faire ce que l'on appelle réaliser une cure chamanique qui repose sur la transe. La transe, c'est un voyage dans le monde des esprits. Puisqu'on est dans une logique culturelle où ce qui se passe dans ce monde-ci peut être compris par ce qui se passe dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, il y a une entité qui s'appelle Mu qui a ravi l'âme de la parturiente. Le chaman va aller à la rencontre de Mu pour retrouver l'âme de la parturiente. À aucun moment, le chaman ne touche la parturiente, physiquement. Il ne lui administre aucune drogue. Il n'opère, mais dans le sens presque chirurgical du terme pourtant, il n'opère que par des chants qui rappellent le mythe. À la fin des chants, la parturiente accouche. Stupéfaction des ethnographes. La parturiente accouche. Qu'est-ce qui s'est passé selon Lévi-Strauss? Lévi-Strauss va faire une remarquable analogie entre le chaman et le psychanalyste. Vous connaissez ça? C'est bien ça. C'est dans Anthropologie structurale 2. Le titre est très austère, mais l'article, l'efficacité symbolique, est passionnant. Il fait une comparaison. Le chaman, enfin plutôt le psychanalyste, est notre chaman du XXe siècle, enfin du XXe siècle pour Lévi-Strauss. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, le chaman comme le psychanalyste, on va venir sémantiser le trouble. Sémantiser, c'est-à-dire mettre en sens le trouble. Vous voyez bien, même dans le terme de trouble, il y a quelque chose qui est à comprendre du côté du chaos. Sémantiser le trouble, c'est ramener de l'ordre dans ce chaos. Le médecin fait la même chose. Quand il pose un diagnostic, il ramène de l'ordre dans le chaos de l'expérience du patient. Le chaman comme le psychanalyste vont avoir recours au mythe pour sémantiser le trouble. À une différence quand même qui n'est pas négligeable. Le chaman recourt à un mythe social. Le psychanalyste recourt à un mythe individuel qui est construit par le patient dans le cadre thérapeutique. Mais ce qui va être très intéressant, c'est cette opérativité, dans le sens premier du terme, cette opérativité du sens. Vous allez me dire, c'est de la psychosomatique, c'est de l'effet placebo. Vous connaissez très bien l'effet placebo, vous connaissez très bien la psychosomatique. Sauf que la psychosomatique est très révélatrice de notre manière de penser. Une manière de penser qui repose sur des systèmes d'opposition. Une manière de voir le monde qui repose sur des systèmes d'opposition. On pourrait aborder cette manière tout occidentale de penser, qui nous vient de la philosophie grecque, à partir des représentations que l'on a de l'humain. Pour nous, et ça n'est pas universel, c'est ça qui est intéressant, pour nous, l'humain, c'est l'assemblage d'un corps et d'un esprit. D'où le nom d'ailleurs de psychosomatique. D'un côté la psyché, de l'autre côté le soma, avec des effets de répercussion de la psyché sur le soma. Les mots
MAUX sont des mots, MOTS, qui sont non dits. La maladie est un maladier, vous connaissez tout ça. Un corps versus un esprit, voire plutôt un esprit qui habite un corps. Et regardez combien, à partir de cette représentation de l'humain, on peut décliner notre système de pensée. On a le corps en face de l'esprit, on a l'objet en face du sujet, on a ce qui est de l'ordre de l'objectif en face de ce qui relève du subjectif, on a du coup ce qui est de l'ordre de l'universel en face de ce qui est de l'ordre du singulier, on a la sensation qui est en face de l'émotion. Comment explique-t-on la douleur? Vous mettez votre main sur une plaque chauffante, vous avez un stimulus douloureux qui va être capté par des nocicepteurs. Transmission du message au cerveau, le cerveau interprète le message et on enlève la main. Là, on est bien dans une pensée dualiste. C'est-à-dire que le corps enregistre une information décodée par le cerveau. On dit d'ailleurs, et à tort, quand on fait de l'anthropologie du corps, on s'en rend compte, que la sensation est pure. On parle souvent de sensation pure. Eh bien non, la sensation, à partir du moment où elle est une expérience humaine, eh bien elle s'inscrit dans un contexte de sens. C'est bien ce que nous dit l'exemple du petit enfant. Sensation versus émotion, biologique versus symbolique. Ce que j'aimerais, à travers ces quelques mots, et c'est ma conclusion, c'est vous montrer combien le corps est une réalité biologique et symbolique, mais pas dans une compréhension où le biologique est en face du symbolique, mais dans une compréhension simultanée où, étant humain, étant des êtres de sens, toute expérience corporelle est déjà une expérience de sens, est dans le même temps une expérience de sens. C'est ce que nous permet de comprendre aussi toutes les ritualités en anthropologie du corps, toutes les ritualités qui font appel à ce que l'on serait tenté de qualifier comme des expériences extrêmement douloureuses. Vous connaissez les fakirs, etc., des rites de suspension, etc., où, paradoxalement, le rite vient complètement anesthésier la douleur, parfois même jusqu'à ne pas laisser de lésion. C'est tout à fait stupéfiant. Le corps n'est pas en face du sujet. Le corps, c'est déjà le sujet. Vous, dans les professions de soins, vous vous en rendez bien compte, on ne touche jamais le corps impunément. Toucher le corps, c'est toucher le sujet. Nettoyer le corps, c'est nettoyer le sujet. Pourquoi le corps est le sujet? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous n'avons pas un corps. Nous sommes corporellement au monde. C'est-à-dire que notre modalité d'être au monde, elle est corporelle. Je ne suis pas en train de dire qu'à côté, on ne pourrait pas voir des substances non matérielles, etc. Mais je suis en train de dire que, en tout cas jusqu'à la mort, après, il y a beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas jusqu'à la mort, nous sommes corporellement au monde. Nous sommes des êtres de chair. Et donc, comment comprendre le sens du soin dans ce contexte-là? Le soin, c'est aussi porter attention au contexte de sens de l'expérience du sujet en souffrance. Ça, les consultations douleur nous le montrent très bien. Porter attention au contexte de sens de l'expérience douloureuse. Donc le sens du soin, pardonnez-moi ce jeu de mots un peu facile, le sens du soin, c'est aussi avoir ce souci de prendre soin du sens. Je vous remercie de votre écoute. Merci Laurent pour cette belle intervention. Alors est-ce qu'il y aurait des interventions, des questions dans la salle? Oui, monsieur, allez-y. C'est un foutu problème. Mais vous faites bien de le soulever parce que c'est très important et qu'on voit le poids des habitudes dans le discours. Effectivement, il faudrait remplacer homme par humain pour faire bien. Nous sommes dans une société qu'en anthropologie on qualifierait de patriarcale, qui est
en train de changer. Il y a quand même plusieurs éléments qui nous permettent de le penser. Toutes les sociétés ne sont pas patriarcales, ça c'est très important. La majeure partie, bon après il faudrait avoir une connaissance encyclopédique, hein, mais il y a des travaux qui soulignent, notamment en termes d'anthropologie de la parenté, que toute société n'est pas patriarcale. La majeure partie des sociétés par contre le sont. Donc on a aussi des sociétés matriarcales dans certaines sociétés traditionnelles. Et la place du soin n'est pas non plus universelle. Souvent, on a tendance à se dire, parce que la femme enfante, eh bien, elle a un rapport tout particulier aux soins. Mais là, on est dans des représentations culturelles. Et aussi dans une division sexuelle qui, pendant longtemps chez nous, a cantonné la femme du côté de la famille. C'est la dichotomie intérieur-extérieur. L'homme est à l'extérieur, la femme est à l'intérieur. Ça, encore une fois, c'est culturel. Donc il est très important, je pense, de souligner que le prendre soin n'est pas, spécifiquement genré. En tout cas, merci de votre question, parce que c'est une grosse question. Je vais rebondir parce que sur le premier élément, le deuxième élément, c'est difficile de ne pas être d'accord avec vous parce que c'est un fait. 6 mois avant le premier confinement, j'ai eu la chance de partir en Guinée-Conakry pour travailler à un projet de mise en place de comités d'éthique de toute l'Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, ils ont énormément souffert d'Ebola. Et il y a eu une violence très très forte quand l'OMS a demandé que chaque personne décédée soit tout de suite enlevée de la famille. Et concrètement, ça se déclarait comment ? Des personnes en blouse arrivaient dans la famille, mettaient le corps dans un sac avec une fermeture éclair. Et la famille ne revoyait pas le corps. Ça m'avait semblé un peu surréaliste comme préconisation. Alors, c'est très difficile ça, parce qu'il s'agit d'honorer à la fois les impératifs épidémiques, sanitaires, et aussi cette dimension symbolique. Mais il ne faudrait surtout pas croire que cette dimension symbolique est seconde par rapport à ces impératifs sanitaires. Il y a eu une levée de boucliers en Afrique de l'Ouest considérable parce qu'ils ne pouvaient pas honorer la ritualité funéraire. Et là, comme vous l'avez vu, on est dans une part déshumanisante du soin. En réfléchissant avec eux, on s'est très vite rendu compte qu'un sac en plastique noir, c'est un sac poubelle. Et que mettre le corps de quelqu'un d'aimé dans un sac poubelle et le fermer et ne plus voir son visage et ne plus avoir la possibilité de le revoir dans une ritualité funéraire, eh bien, c'est extrêmement violent. Eh bien, 6 mois après, on l'avait chez nous. Alors même que je trouvais déjà ça complètement surréaliste dans un contexte épidémique en Afrique de l'Ouest, on avait exactement la même chose chez nous. Alors que je pense qu'il y a des choses très simples, comme par exemple, certes mettre le corps dans un sac, mais un sac transparent. Par exemple, je pense qu'il peut y avoir, c'est important qu'il y ait des accommodements. Il faut honorer les deux. Le côté, l'exigence sanitaire, mais ne surtout pas miser que sur l'exigence sanitaire. Aussi voir le caractère symbolique. Parce que derrière, il y a des dégâts psychiques considérables. Voilà, il a confirmé. Alors, c'est là où, évidemment, moi, j'interviens de mon côté, vous intervenez du vôtre. Et ce qui est important là-dedans, c'est finalement la discussion. C'est-à-dire que dans vos professions, vous êtes garante de la sécurité sanitaire
Dans ma profession, je suis garant de la sécurité symbolique. Enfin, c'est la première fois que j'utilise ce terme qui est peut-être un peu maladroit. Mais on pourrait se dire, s'ils sont nus, j'imagine qu'il y a des raisons, mais est-ce que ce serait possible d'être habillé, etc. Et en fait, là, on a tout ce qui se passe dans un comité d'éthique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne solution. On a des accommodements, comme diraient les Québécois, on a des accommodements raisonnables. Hein. Je voudrais juste, pardon, ça me rappelle que, pardon, j'ai un crachat dans la gorge. Ça me rappelle que si on va pas discuter avec les gens de terrain, un peu comme dans mon truc là, discuter avec les gens qui sont sur le terrain, avec les travailleurs ou les familles, dans un sens ou dans l'autre, on va pas au plus près de la question et donc on va pas au plus près d'une réponse qui se tient. Voilà. J'ai une question. Il n'y a pas très longtemps, on a entendu la société Renault, je crois, qui a fait des crash tests avec des cadavres. Moi, ça m'a choqué. Alors après, on peut se poser la question sur le fait que les gens qui ont fait don de leur science, don de leur corps à la science, acceptaient peut-être qu'on les mette dans une voiture, qu'on jette contre un mur pour voir comment ils allaient réagir. Mais d'un point de vue anthropologique, comment vous voyez les choses, vous ? Il arrive. Vous avez bien compris le fonctionnement du micro, vous, hein ? Ouais. Alors, donner son corps à la science, c'est pas donner son corps à l'industrie, quand même. Là, il y a deux choses un peu différentes. Moi, je trouve ça extrêmement violent. Quand le corps est donné à la science, là les médecins me corrigeront si je me trompe, mais il peut y avoir quand même sépulture. Donc il peut y avoir quand même ritualité. D'accord ? Ça peut être des éléments, etc., qui sont prélevés. En tout cas, on est dans le registre du don. Mais des affaires comme ça, on en a régulièrement quand même de comportements un peu limite, pour ce coup-là même franchement limite, à l'égard de corps humain. Je résiste un peu à dire cadavre. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'immense polémique autour de l'exposition Hors Body à corps ouvert. Hein, c'était le même registre. Est-ce qu'on peut utiliser des corps humains à des fins qui ne soient pas uniquement scientifiques ? C'était l'argument de la défense d'ailleurs pour les commissaires de l'exposition. Un argument pédagogique, donné à connaître le corps humain. Mais vous avez vu le débat énorme qu'il y a eu autour de ça. Hein. Ce qui est très très important pour moi, c'est de considérer que le corps humain n'est jamais un déchet. Donc à partir de là, si on a recours à une utilisation particulière du corps humain, il faut s'entourer quand même de beaucoup de précautions. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que le débat que vous avez se rapproche beaucoup d'une situation qu'on évoque beaucoup à la fois en droit et en éthique, autour de l'arrêt Morsan-sur-Orge à propos du lancer de main. Je ne sais pas si c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler, où justement la liberté était un peu confrontée à la question de la dignité, et j'entends dans la question du don du corps à la science ou à l'industrie ou à je ne sais quelle exposition muséale la question de la dignité du corps, et qui décide de cela finalement ? Est-ce que c'est de soi à soi ou est-ce que c'est une règle universelle ? En tout cas, merci. Nous arrivons à l'heure de la fin de cette table ronde qui était passionnante. Je vous remercie messieurs et puis je vous donne rendez-vous pour une petite pause jusqu'à 16h.